Bonjour. Mesdames, Messieurs, le cas de Georges de La Tour est exemplaire pour étudier le rôle de l'expertise, c'est-à-dire de l'identification de l'auteur d'un tableau anonyme ou de la rectification d'une attribution erronée, ou encore de décider du changement de statut d'une œuvre, c'est-à-dire faire d'un original une copie ou faire d'une copie un original. Je me propose ce matin, pour tenter d'apprécier en quoi le cas Georges de La Tour permet d'aborder de façon très particulière la question de l'expertise, de procéder en 3 étapes. D'abord, en évoquant de façon synthétique les étapes de la reconstitution de la personnalité de La Tour, artiste, vous le savez, qui était entièrement sombré dans l'oubli après sa mort en 1652 et qui a été ressuscité, on peut employer le terme, par les historiens d'art à partir des années 1920. Puis, dans un second temps, en nous penchant sur le magnifique Saint-Jérôme, aujourd'hui exposé au Prado, qui permet d'envisager plusieurs cas anciens d'attribution d'œuvres comparables et qui, surtout, montre que chez Georges de La Tour, la notion d'œuvre autographe peut être assez particulière. Enfin, 3e point, de réfléchir ensemble sur ce cas très particulier de La Tour et sur ce qu'il peut apporter à notre débat sur les œuvres en quête d'auteur, en tentant de livrer quelques réflexions d'ensemble sur cette question. La reconstitution de la personnalité de Georges de La Tour, l'accroissement progressif du corpus de son œuvre peinte se sont faits en moins d'un siècle, entre 1915 et aujourd'hui. Elle n'est pas terminée. Elle offre, je vous l'ai dit, le cas presque unique pour un artiste relativement récent de la recréation complète d'un peintre célèbre de son temps, puis sombré dans un total oubli. Elle permet de décrire les différents mécanismes, les cheminements de ce qu'on appelle l'expertise, avec les enthousiasmes, les doutes, les erreurs, les retours en arrière, les prises de position opposées entre experts. Elle permet, je vous l'ai déjà suggéré, de décrire les hésitations que l'on peut trouver autour des notions de copie, d'œuvre d'atelier, de collaboration avec un autre artiste. Ce dernier cas, pour La Tour, c'est Étienne de La Tour, son fils, qui a peut-être conçu lui-même des œuvres dans le style de Georges de La Tour. Nous verrons donc des tableaux signés La Tour, qui ne sont peut-être pas de lui. L'histoire de la redécouverte de Georges de La Tour, avec le recul que nous pouvons maintenant avoir, permet donc d'étudier assez bien ce sujet, en particulier cette notion d'authenticité qui n'a pas toujours été celle que nous lui accordons aujourd'hui. Madrid et le musée du Prado sont le lieu particulièrement propice pour cet examen, puisque c'est ici, chez vous, que le dernier La Tour a été redécouvert, le Saint-Jérôme identifié par le professeur Milicua, et que votre musée, après l'achat récent d'un autre admirable tableau, le Vieleur, se trouve maintenant posséder 2 La Tour, qui équilibrent magnifiquement la collection de peinture française du XVIIe siècle du Prado, où Claude et Poussin règnent de façon admirable, mais il y a aussi des tableaux touchés par le caravagisme comme Valentin, Tournier et Vouet. Donc on peut dire que ces 2 tableaux de La Tour donnent à la collection française du Prado une dimension et une spécificité internationale qu'elle n'avait pas auparavant. Concernant l'expertise des œuvres de Georges de La Tour, il y a un génie et un seul. Il s'appelle Hermann Voss,
le grand historien allemand de la peinture baroque. Hermann Voss, et c'est ce qui est extraordinaire, a su être génial à 2 reprises, à 15 ans de distance, avec 2 intuitions presque contradictoires. C'est ce que nous allons voir maintenant. L'historien d'art connaissait quelques articles de dictionnaire lorrain des XVIIIe et XIXe siècles qui mentionnaient un peintre nommé Latour, spécialiste de tableaux nocturnes. Et dans un article paru en pleine guerre franco-allemande en 1915, dans la revue allemande Archiv für Kunstgeschichte, Voss publie 3 tableaux, 2 tableaux du musée. Voilà, nous sommes sauvés. 2 tableaux du musée de Nantes, un reniement de Saint-Pierre, tableau que vous voyez, et le songe de Saint-Joseph. Ces 2 tableaux sont signés Latour, et pourtant, au musée de Nantes, on les donnait à 2 peintres différents. 3e tableau publié par Voss, tableau non signé du musée de Rennes, cet admirable nouveau-né qui était attribué aux frères Lenain. Il rapproche ces 3 tableaux d'une gravure qui était attribuée à Jacques Callot, le graveur lorrain, représentant 2 femmes près d'un berceau. C'est, peut-on dire, l'acte fondateur, cet article très court, il fait 1 page, l'acte fondateur qui ressuscite Georges de Latour. Auparavant, je le répète pesamment, l'artiste n'existait dans aucune histoire de l'art et dans aucun musée, un tableau ne portait son nom. Il s'agit donc, depuis 1915, d'une reconstitution par l'histoire de l'art ex nihilo d'un peintre qui était pourtant glorieux à son époque, puisque le roi de France, puisque Richelieu et les grands collectionneurs parisiens possédaient des Georges de Latour. L'article d'Hermann Voss ne sera connu en Italie et en France qu'après la guerre de 1914-1918, et de grands historiens d'art se passionnent pour le sujet. Roberto Longhi, en particulier. Longhi publie un tableau du musée de Rouen qui était donné à Honthorst, le peintre hollandais qu'on appelait Gerardo delle Notti, Gérard des Nuits, qui entretient évidemment des rapports stylistiques avec Georges de Latour. Donc ce Saint-Sébastien soigné par Irène va se révéler plus tard seulement la copie d'un Georges de Latour perdu, et nous aurons à en reparler. Dans les années 1920, il y a comme une effervescence, enfin un véritable esprit d'émulation entre les historiens d'art qui veulent retrouver des Latour et qui ont le sentiment de participer à la redécouverte d'un très grand artiste. Il y a de la part des Français certainement, et c'est encore le cas aujourd'hui, un peu de chauvinisme, mais ce n'est pas le seul cas chez nous. Il y a quelque chose d'un petit peu national, sinon nationaliste. Enfin, c'est très difficile d'analyser ça, mais cette redécouverte, elle est internationale, vous le comprenez bien. Et en France, en tout cas, Georges de Latour va devenir une sorte de mythe, y compris auprès des marchands. Je pense à Vitaly Bloch, grand marchand, grand historien d'art, connaisseur très raffiné, qui découvre et qui vend au Louvre une adoration des bergers en 1926, tableau très important qui était aussi attribué à Honthorst. Et 2 ans plus tard, en 1928, c'est le musée de Berlin, donc grand musée international, qui achète
ce tableau, le Saint-Sébastien soigné par Irène, qu'on appelle le Saint-Sébastien en hauteur pour le différencier du Saint-Sébastien en largeur, c'est un peu prosaïque. Et ce tableau était aussi donné à l'école hollandaise, on avait prononcé le nom de Vermeer, et Herman Voss lui-même confirme, c'est bien Georges de la Tour, donc admirable tableau du musée de Berlin. Nous avons maintenant tout un ensemble, vous le voyez, de tableaux religieux nocturnes qui corroborent les textes anciens. La Tour, spécialiste de nuit, en français au XVIIe siècle, une nuit, cela désigne un tableau nocturne, un tableau éclairé à la chandelle. Donc tout un ensemble de tableaux, à la fois, si je peux dire, autoritairement géométrisés et d'une grande intériorité expressive. En 1931, Herman Voss frappe à nouveau, si je peux dire. Il se montre génial une deuxième fois en publiant dans la revue Forme 4 nouveaux tableaux qu'il donne à la Tour et qui paraissent complètement différents des tableaux précédemment publiés. 4 tableaux à la lumière du jour, 2 Saint-Jérôme pénitent, celui que je vous montre qui est au musée de Grenoble et un autre très voisin qui est au musée de Stockholm, un joueur de vielle du musée de Nantes, donc cela fait un 3e tableau de la Tour au musée de Nantes, tableau célèbre qui est par son sujet peut-être un des tableaux illustres de la peinture européenne du XVIIe siècle, et il avait été attribué à presque tous les peintres espagnols du XVIIe siècle. Herrera le Vieux, Zurbarán, Maino, Murillo, Velázquez, tous les grands noms espagnols avaient défilé pour tenter d'attribuer cet admirable tableau. 4e œuvre que publie dans son article de 1931 Herman Voss, Le Tricheur, ce tableau à sujet de joueurs de cartes, bizarrement expressif, très coloré, très contrasté, qui appartenait alors à un collectionneur parisien qui s'appelait Pierre Landry et que le Louvre achètera beaucoup plus tard. Ce dernier tableau porte, contrairement aux 3 derniers, dans l'ombre de la table au premier plan, une signature avec un prénom en latin, Georgius de la Tour Fecit. Cette dernière attribution était tout à fait incontestable à cause de la signature, mais beaucoup de spécialistes refusent les attributions des 2 Saint-Jérôme et du joueur de vielle, attributions qu'ils trouvent complètement contradictoires avec celle des nocturnes. Il est vrai que la mise en place étrange d'esprit cubiste, ce style calligraphique d'esprit plutôt maniériste dans l'indication des rides, des cheveux, nous en verrons des exemples tout à l'heure, de la barbe indiquée à la pointe du pinceau, et une certaine violence dure leur semble impossible pour le Georges de la Tour qu'ils connaissent, qu'ils croient connaître, le Latour des Nocturnes. En 1934, c'est un moment capital, c'est celui de l'exposition des peintres de la réalité à Paris, 1934, organisée par Paul Jameau et Charles Sterling, 2 conservateurs du Louvre. Georges de la Tour en face des frères Le Nain est la grande révélation à l'exposition, et presque d'un jour à l'autre, la Tour devient un peintre populaire auprès d'un très large public. Dans les années qui suivent, de nouvelles œuvres réapparaissent, originaux ou copies, entières ou fragmentaires, qui font bien sûr l'objet de multiples discussions.
L'exposition Latour de 1972, organisée à Paris à l'Orangerie par Jacques Tuillier et Pierre Rosenberg, fait le bilan de ce qu'on connaît alors. Y est montré, hors catalogue, un tableau que l'on venait de redécouvrir dans un petit musée en Ukraine, à Lviv, d'un sujet difficile à interpréter et qu'on n'interprète toujours pas aujourd'hui. On l'appelle, faute de mieux, l'argent versé. Ce tableau était, et toujours, d'un style qui contredit tout ce que l'on croyait savoir sur Georges de Latour. Il s'agit d'une scène nocturne éclairée à la chandelle, mais d'un style et d'une exécution qui ne peuvent être que très tôt dans la carrière. Or, on était à ce moment persuadé que Latour avait d'abord peint uniquement des tableaux diurnes, puis, à un certain moment, s'était tourné vers les nocturnes. Beaucoup d'historiens d'art ne croient pas à l'attribution du tableau de Lviv et pensent à Jean Leclerc, un autre peintre lorrain de cette époque. Quelques années plus tard, on découvre la signature, à l'extrême gauche dans l'ombre, c'est bien Georges de Latour. La signature est accompagnée d'une date dont malheureusement les deux derniers chiffres, les seuls qui soient intéressants, sont illisibles et ce serait, pour ceux qui s'intéressent à la reconstitution du style de Latour, un élément capital. Malheureusement, lorsqu'une signature est abîmée, ce sont toujours les deux derniers chiffres qu'on ne lit pas, alors que les deux premiers ne posent évidemment aucun problème. Pour Georges de Latour, artiste dont peut-être seulement un quart de l'œuvre a réapparu, c'est très difficile de se faire une idée, il faut bien savoir qu'il faut être prêt à mettre en cause ce que l'on croyait savoir. C'est la première leçon. Et curieusement, d'ailleurs, à part les années 1920, où quelques tentatives d'attribution à Latour paraissent aujourd'hui hasardeuses en général concernant des nocturnes proches de Honthorst, donc concernant Latour, les erreurs d'attribution sont relativement rares. Ce sont plutôt des questions tournant sur la notion d'original ou de copie, d'œuvre d'autographe ou d'œuvre d'atelier, ou bien de participation de celui-ci qui domine. Le grand problème, en fait, je l'ai suggéré déjà, c'est celui de l'extrême fin de la carrière, après 1645, et de la participation éventuelle de son fils Étienne. Rappelons que Latour meurt en janvier 1652, avant d'avoir atteint la cinquantaine, donc c'est un artiste relativement jeune qui meurt. Nous en venons maintenant au second point de notre petite intervention qui concerne le magnifique tableau découvert en 2005 par le professeur José Milicua et qui constitue, Pierre Rosenberg l'a bien souligné dans son article du bulletin du musée du Prado, un apport capital au catalogue de Georges de Latour. Il s'agit d'un tableau d'une beauté et d'une originalité stupéfiantes. J'emploie des termes un peu emphatiques, mais c'est très difficile de trouver des adjectifs devant un chef-d'œuvre. Et il s'agit certainement du plus accompli d'un ensemble d'œuvres montrant des personnages à mi-corps, vus de face et symétriques. Et c'est cet aspect que nous allons regarder un petit peu maintenant. Je n'ose pas dire que l'attribution à Georges de Latour était facile, ce serait discourtois vis-à-vis du professeur Milicua. Changer l'identité d'une œuvre ou trouver une identité pour une œuvre, c'est toujours un acte courageux, difficile. Et ce n'est facile qu'après, que plus tard. Il y a un pas à faire pour l'historien d'art, même lorsqu'il y a une
une évidence visuelle qui n'est pas facile. Donc c'est une découverte tout à fait admirable et méritoire. Mais il faut dire qu'ici, tout parle la tour, tout crie la tour, si je peux employer ce terme, la construction du tableau, la mise en place des formes dans l'espace, la lumière, la gamme colorée, l'écriture du pinceau. C'est surtout cette dernière, donc l'écriture, comparable à la calligraphie d'un dessin à la plume, qui fait que le tableau ne peut être qu'un original. À un moment de sa carrière, donc relativement tôt, évidemment, dans la carrière de la tour, où personne ne peut l'imiter avec cette qualité dans ce domaine. Des détails qui montrent l'état de conservation tout à fait admirable, tout à fait parfait de cette œuvre, et une comparaison, s'il fallait, pour nous faire plaisir, si je peux dire, une comparaison, vous voyez, avec un détail de la tête du Saint-Jérôme du musée de Grenoble, où l'on retrouve cette même, j'emploie le mot calligraphie, à la pointe du pinceau, avec une sorte de dynamisme, de mouvement, de grâce, d'élégance, qui sont tout à fait propres à l'artiste et que l'on trouve de façon tellement admirable, je me répète, dans le tableau du Prado. Ensuite, l'exécution du maître va être, je veux dire, plus tard dans la carrière, va être plus lente, plus posée, apparemment plus neutre, et ses effets d'écriture virtuose seront abandonnés, et c'est là qu'il pourra y avoir des confusions ou des doutes entre originaux et d'œuvres d'atelier. Pour des tableaux comme ceux que je vous montre maintenant, la question ne se pose même pas. Elle ne se pose pas non plus devant des copies tout à fait évidentes, d'une froideur, d'une dureté terrible, comme celle que je vous montre ici. Nous allons donc voir ensemble un ensemble de ces tableaux du début, commençons très tôt dans la carrière, puisque cette copie d'un Saint Paul qui lit une lettre du musée d'Albi, il s'agit de la copie d'un des originaux disparus d'une série d'apôtres qui sont, à mon sens, les premières œuvres de Georges de la Tour, peut-être vers 1618. Donc au musée d'Albi, c'est donc une petite ville dans le sud-ouest de la France, copie de facture dure, sans subtilité de modelé, peut-être on retrouvera l'original un jour. Vous remarquez l'analogie avec le tableau du Prado, qui est très forte dans la présentation d'ensemble, avec ici un cadrage plus resserré, avec la même idée de la lettre vue de face que le saint tient ici des deux mains. La lettre pliée est plus simple, sans les très beaux développements des plis, des ombres, des reflets, presque comme une feuille en trompe-l'œil dans le tableau du Prado. Ici, le crâne est chauve, avec cette affirmation d'un fort volume brillant, de caractère géométrisant. Il y a toujours, c'est Georges de la Tour, une sorte de tendance à la simplification des cercles ou des lignes assez tendues. On remarque le parti lumineux du fond, sombre à gauche et clair à droite, qui permet de découper d'un côté une silhouette claire et de l'autre une silhouette sombre. C'est un parti que tous les artistes jusqu'à Seurat connaissent bien. Elle est dans cette copie employée de façon presque caricaturale. Le parti est analogue dans la toile madrilène, mais avec une subtilité et une délicatesse bien supérieure, avec un jeu de légères ombres portées sur la droite. Autre tableau à rapprocher de votre tableau du Prado,
Il s'agit d'un autre Saint-Jérôme qui est au château de Hampton Court, donc tableau des collections royales anglaises. Nous avons là une toile encore plus proche de celle du Prado, tableau un peu plus petit, mais l'échelle est la même. Le vêtement rouge du cardinal renforce bien sûr l'analogie, mais ici, vous le voyez, pas de stricte frontalité et on n'a pas cette symétrie presque de carte à jouer que l'on avait dans le Saint-Paul du musée d'Albi. Figure très légèrement tournée vers la gauche, l'éclairage semble plus diffus, plus enveloppé, ce que la très grande usure du tableau contribue à accentuer. C'est un tableau dans un assez mauvais état de conservation. Remarquons les variantes. Le personnage qui lisait avec son lorgnon sur le nez à Albi le tient maintenant de sa main droite et l'écarte, semble-t-il, pour lire sans lui, sans le lorgnon. Alors que dans le tableau du Prado, c'est très subtil, il semble lire au travers, reprenons l'image, il semble lire au travers d'un seul des vers du lorgnon, ou peut-être écarter le lorgnon devant lui pour pouvoir lire la lettre sans se servir des vers. C'est assez difficile spatialement de comprendre ce qui se passe. À mon avis, il y a une petite ambiguïté. Dans le tableau anglais, vous l'avez vu, le tableau de Hampton Court, la lettre est éclairée par transparence dans un effet très, très délicat qui contraste avec la lumière très forte qui frappe le crâne déjà dégarni. Vous remarquez que malgré ce crâne dégarni, il a les cheveux châtains, donc là nous avons un personnage un petit peu plus jeune. Il a toujours semblé que cette œuvre, on a toujours dit plutôt que l'œuvre était de la même date que les apôtres d'Albi, donc très très tôt dans la carrière. J'ai toujours eu moi le sentiment qu'il s'agissait d'un tableau plus tardif, vers 1628 peut-être. En tout cas, si le tableau confirme bien sûr l'attribution de celui de Madrid, on doit noter des grandes différences en dehors du cadrage, un coloris plus doux et plus chaud et un modelé plus enveloppé, quelque chose peut-être de moins géométrisé. Un autre tableau maintenant, celui du Louvre, montrant le Saint lisant. Il s'agit d'une copie. Le tableau avait été acheté comme un original dans les années 1930. Il s'agit bien seulement, hélas, d'une excellente copie qui montre le Saint en train de lire avec une importante nature morte au premier plan. Il s'agit d'un tableau beaucoup plus grand que celui du Prado, mais qui reste à la même échelle pour ce qui est de la figure. Cette figure elle est cadrée de plus loin et bien sûr la présence d'une nature morte au premier plan change du tout au tout le rapport spatial en éloignant le sein du spectateur et en introduisant un lien formel très particulier entre cette nature morte sur le devant qui est vue par au-dessus, un peu par au-dessus, comme dans les représentations nordiques du XVIe siècle. Donc le lien entre cet espace et la lettre qui elle-même est plutôt dans un plan vertical, avec ses rapports à la fois de lumière et de forme entre cette lettre et la nature morte. Donc quelque chose spatialement de très complexe et une élaboration très, très belle, très dominée. L'original devait être un grand chef-d'œuvre. L'impression d'ensemble est plus sombre et plus contrastée, bien sûr, que le tableau du Prado, avec un fond obscur, à l'exception d'une très légère lumière en haut à droite. Et c'est un tableau qu'on a toujours eu des difficultés à dater, une date vers 1635-38.
C'est un tableau qui n'est ni exactement un nocturne, ni exactement un diurne. Donc on a beaucoup de difficultés à le dater. Vous voyez que le parti spatial est tout à fait symétrique, avec cette même idée plastique de la ligne verticale des boutons du camail, enfin du vêtement du cardinal, qui sont dans le même axe que le pli médian de la lettre. On possède une autre copie de ce Saint Jérôme sans la nature morte. Et je voudrais, à ce propos, vous faire douter, enfin faire naître dans votre esprit un doute méthodique, uniquement un doute méthodique, concernant le tableau du Prado. J'avoue que j'ignore si l'examen des bords du tableau de Madrid permet ou non d'émettre l'hypothèse d'une toile coupée. Il est sûr qu'il y a une découpe en haut à droite, correspondant préalablement à une ancienne déchirure, et que la toile est agrandie en haut de quelques centimètres. Donc ne parlons pas du haut du tableau, c'est assez clair. Pierre Rosenberg, dans son article de 2005, écrit, je le cite, que le tableau ne semble pas découpé dans une composition plus grande, et il faut bien dire que l'admirable équilibre de la toile telle qu'elle nous est parvenue semble le confirmer, que ce n'est pas un tableau coupé. Mais, si les trois autres bords du tableau sont coupés, il a été rentoilé anciennement, et ce n'est peut-être pas très facile de savoir si c'est coupé, ou si c'est coupé d'1 centimètre ou davantage. Rien n'interdit d'imaginer, je dis bien d'imaginer, un tableau un peu plus large à gauche et à droite, et surtout qui serait développé d'une trentaine de centimètres en bas, avec une nature morte, d'une qualité que la feuille de papier tenue par le saint permet d'imaginer. Pardon de cette hypothèse qui est probablement absurde et à laquelle honnêtement je ne crois pas. Et que peut-être l'examen de la tension de la toile sur le châssis, vous savez qu'à l'extrémité des tableaux anciens, le cloutage, les clous sur le châssis qui tendent la toile déterminent une sorte de guirlande, c'est-à-dire une sorte de tension qui se voit encore. La toile a une sorte de guirlande. Si on trouve des éléments comme celui-ci dans le tableau du Prado, il n'y a même pas de question, je ferais mieux de me taire. Mais à cause de l'existence du tableau du Louvre, à cause du nombre de tableaux disparus dans l'œuvre de l'artiste, si le tableau du Prado n'a pas été coupé, autrement dit, s'il n'y a jamais eu de nature morte en bas, on peut imaginer une autre version. Georges de la Tour a toujours répété, modifié ses propres créations. On peut imaginer une autre version avec une nature morte en bas. Et on peut donc rêver d'une autre œuvre. Je ne me permets pas de jeter le doute sur votre tableau qui est un chef-d'œuvre admirable dans l'état où il est maintenant. L'histoire de la redécouverte de Georges de la Tour nous apprend qu'il faut toujours faire des hypothèses, même si elles sont un tout petit peu iconoclastes, enfin, et je préfère cette hypothèse la faire. Un autre tableau qui doit intervenir dans ce contexte, et là encore c'est une copie, c'est un tableau très curieux qui est encore dans une collection privée. Là encore c'est une copie d'un Latour disparu montrant un Saint Jérôme avec une nature morte au premier plan. J'ai toujours été très surpris par le style de ce tableau qui évoque complètement Georges de la Tour, et il y a certainement un Latour à l'origine. Mais j'ai toujours été frappé par un sens des volumes différents, moins géométrisés, plus lourds, plus boursouflés, qui évoquaient peut-être certains peintres allemands du XVIe siècle. Il peut donc s'agir d'une dérivation
d'après un original de Georges de la Tour, mais qui ne soit pas exactement une copie. Vous voyez le style des plis, plus volumineux, plus rond. Reste que nous sommes là, encore une fois, devant une création peut-être lointainement inspirée de Georges de la Tour, avec encore un Saint Jérôme et une nature morte sur le devant. Vous voyez comme ici, la figure du saint paraît presque projetée en avant, contrairement au tableau du Louvre, où elle était vraiment dans un certain éloignement spatial. Le dernier des Saint Jérôme que je vous présente ce matin est une toile réapparue relativement récemment, en 1992, dans une vente publique en France et entrée au musée Lorrain de Nancy. Elle porte une signature, la tour. Elle n'est pas en mauvais état, et son style, avec l'éclairage à la chandelle, vous voyez que ici la lettre tenue par le saint d'une main est éclairée par la bougie tenue par l'autre main. Donc ce style correspond à la fin de la carrière de Georges de la Tour, vers 1648-1650. Ceci dit, l'exécution qui est vraiment sèche et assez dure, le dessin un peu mou et maladroit des mains, interdisent d'y voir un original et obligent à y voir une œuvre d'atelier qui reprend peut-être un tableau plus beau du maître. Cette fois, le saint est plus jeune, il n'a pas besoin de lorgnon d'ailleurs. L'angle de vue est très légèrement sur le côté, et même si l'effet de clair-obscur induit une certaine simplification des formes, nous sommes loin de la géométrisation de certains des tableaux précédents. La nature morte au premier plan est moins développée que dans le tableau du Louvre, et vous voyez dans une perspective plus fuyante, sans cette vue par au-dessus qui tient encore aux peintres flamands du XVIe siècle. Où situer la toile de Madrid dans cet ensemble, sur le plan chronologique? Sans trop de problèmes, semble-t-il, entre le tableau des collections royales anglaises, donc le tableau de Hampton Court, et l'original qui correspond à la copie du Louvre. La lumière dans le tableau du Prado, cette lumière plutôt froide, avec ses merveilleux effets argentés, les tons de sable, les blancs très sonores et bien sûr le rouge, rapproche le tableau des deux grands Saint-Jérôme pénitents, celui de Grenoble que je vous ai montré et celui de Stockholm, datables vers 1630. Donc dans une première approximation, ça pourrait être la date de votre tableau, du tableau du Prado. En tout cas, il est évident que le tableau de Madrid est de loin le plus beau de ces tableaux, figurant buste regardant en face, ces tableaux si typiques de la tour, à la fois savants et archaïsants, et qui sont proches, à mon avis, davantage dans l'esprit de certaines recherches du XVe ou du XVIe siècle et dans l'Europe du Nord que de la peinture espagnole du XVIIe siècle. Enfin, c'est quelque chose que les Français ont toujours dit. Je ne sais pas comment les historiens d'art et le public espagnol le ressentent, mais ce lien avec l'école espagnole m'a toujours semblé un peu forcé. En tout cas, il n'est pas possible qu'il y ait eu de lien, ou alors c'est une rencontre miraculeuse, il n'est pas possible qu'il y ait eu de lien, il n'est pas possible que la tour ait vu Zurbaran et que Zurbaran ait vu la tour. Il y a peut-être une fraternité de peintres, et ça c'est ça aussi l'histoire de l'art, hein, ce sont ce type de miracles, mais ce sont des liens qu'il faudrait peut-être continuer de travailler, mais personnellement qui ne me frappent pas. Un mot, puisque nous sommes à Madrid, même si là encore l'attribution du tableau est indiscutable, un mot de l'autre tableau, Le Vieleur, qui est lui aussi un grand chef-d'œuvre. J'emploie beaucoup ce mot, très facile, mais enfin lorsqu'on ne trouve plus les mots, on dit chef-d'œuvre, c'est un tableau admirable. Le tableau se laisse facilement comparer aux autres toiles de même sujet de la tour, qui montrent alors ce même
vielleur, joueur de vielle. C'est un tableau, enfin un sujet qui a eu un énorme succès. Georges de la Tour et son atelier en ont peut-être fait 10, 20, davantage. On ne sait pas, on conserve des copies. C'est certainement un sujet très populaire à cause de cet aspect réaliste, le vieil homme malheureux qui souffre, et en même temps cette délicatesse, cette somptuosité, ce raffinement même, hein, la culotte rose, le ruban de satin jaune. Il y a à la fois quelque chose de tout à fait rustique et de tout à fait aristocratique dans un tableau comme celui-là. Donc tableau, il y a plusieurs versions de Vielleur en pied, assis, donc où l'on voit la figure complètement. J'ai toujours été très frappé par la qualité très, très savoureuse de l'exécution du tableau du Prado et par une façon de peindre plus douce dans beaucoup de morceaux, plus moelleuse, moins graphique. Vous voyez, il y a encore des petits éléments en zigzag à la pointe du pinceau dans la barbe, mais l'ensemble est tout de même un volume beaucoup plus fort dans l'espace, et il y a des effets de pinceau, par exemple dans le col, beaucoup plus savoureux. Et il me semble que ce tableau est relativement tard dans la carrière de l'artiste. J'ai même écrit que c'était peut-être le dernier diurne conservé de l'œuvre de la Tour, et que le tableau pouvait être contemporain, par exemple, du Saint-Joseph charpentier du Louvre, donc d'un tableau nocturne. Il y a certainement une imbrication dans toute l'œuvre de la Tour, des débuts jusqu'à la fin, des diurnes et des nocturnes. Cette idée de dire, un beau matin, il commence à faire des nocturnes et il arrête de faire des tableaux à la lumière du jour, elle n'a plus cours, elle n'est pas possible. Il existe un autre Vielleur, vous le savez, à mi-corps. Alors un détail. Alors voilà ce tableau dans un état de conservation catastrophique. Je vous le montre pour bien vous indiquer que les attributions, enfin la certitude qu'un tableau soit d'un auteur, ça peut tenir à quoi? D'abord là, à une signature, une pauvre petite signature qui est quelque part vers la Vielle, et ça tient surtout dans ce cas-là à des radiographies. Donc ce tableau du musée de Bruxelles, qui est un fragment, puisque la radiographie montre montre sur le fond d'autres morceaux de musiciens, et il s'agissait d'un tableau en largeur montrant des musiciens à mi-corps. C'est un tableau complètement ruiné que le musée de Bruxelles ferait bien de restaurer, même si cela révèle un tableau fragmentaire. Mais là, on a très évidemment, encore une fois, un original. J'en arrive au troisième point, qui est le plus important. Il faudra 5 minutes de plus que l'horaire qui m'est imparti. Peut-on, à partir de ce que nous venons de voir, tirer quelques idées d'ensemble sur la question de l'expertise des tableaux anciens qui nous réunissent ce matin? Le cas de Georges de la Tour, je vais vous laisser sur une image un peu plus belle quand même. Le cas de Georges de la Tour montre bien que devant un tableau en quête d'attribution, il faut souvent faire preuve d'audace. Le problème, c'est que l'on n'a pas le droit de se tromper, ou disons, pas trop souvent. Il faut avouer que l'on est bien content lorsqu'une signature ou un document confirme l'intuition que l'on a eue. L'intuition, de fait, c'est le grand mot. Dans le cas si fréquent pour un expert de devoir distinguer entre original et copie, l'exemple le plus frappant dans l'œuvre de Georges de la Tour, c'est celui du Saint-Sébastien, tableau que je vous ai déjà montré, ce Saint-Sébastien en hauteur dont il existe 2 versions, de même dimension et de qualité presque semblable. Tout est dans le presque. Le tableau de Berlin que vous avez ici a toujours été considéré comme un original, et d'ailleurs c'est la composition la plus ambitieuse de l'artiste.
Mais lorsque l'on découvre un autre exemplaire dans une petite église en Normandie, le tableau est aujourd'hui au Louvre, vous voyez à quel point ils sont voisins. On considère pendant longtemps que les deux toiles sont originales. La célébrité de la toile de Berlin apparaissait comme une sorte de garantie. Le fait aussi que le tableau de Berlin ait fait partie de l'histoire de la redécouverte de Georges de la Tour, comme je vous l'ai dit. Mais lorsque l'on met côte à côte les deux tableaux au moment de l'exposition de Paris en 1972, il apparaît criant que le tableau de Berlin est une copie. Très finement exécuté, mais le tableau aujourd'hui au Louvre a des délicatesses qui est en moins bon état, des délicatesses d'exécution, de coloris, de modelé, qui le rendent bien supérieur. Et il y a aussi l'argument qui vaut ce qu'il vaut, l'argument du voile, de la couleur, ça marche, vous voyez, de la couleur bleue, du voile de la suivante qui est à l'arrière-plan, qui est resté bleu dans le tableau du Louvre et qui est devenu noir dans le tableau de Berlin. Et cela signifie que la tour a employé un bleu de lapis lazuli, donc un bleu chair, un pigment, une pierre précieuse broyée, enfin du lapis lazuli. Et donc ça, c'est un argument. C'est le genre d'argument que j'aime mieux, les arguments de qualité que ce type d'argument, mais dans ce cas, il compte évidemment. Donc, nous avions un seul original à Berlin, nous avons eu deux originaux, et maintenant nous avons à Berlin, hélas, une copie. Dans un cas comme celui-ci, seule la confrontation de deux tableaux, et c'est très fréquent dans le cas des expertises, la confrontation de deux candidats au caractère d'original peut donner une solution. Concernant la tour, il faut parfois être expert en copie. C'est le cas de l'autre composition qu'il a exécutée sur le thème de Saint-Sébastien soigné par Irène, donc ce Saint-Sébastien en largeur. Je vous remontre le tableau du musée de Rouen. L'original est perdu, nous en conservons 10 copies du XVIIe siècle, ce qui est énorme. Mais c'est l'étude d'une 11e toile redécouverte dans une collection privée assez récemment qui fait avancer le problème. Là, soyez attentifs parce que c'est un petit peu compliqué. Voici donc le nouveau tableau, une copie assez fine, assez précise, apparemment du même tableau. Si l'on regarde de près, et c'est là qu'il faut savoir être attentif à des tableaux qui ne sont pas très réjouissants, on se rend compte qu'il y a beaucoup de variantes dans le vêtement d'Irène, dans l'éclairage, dans la lanterne, enfin dans les broderies des vêtements. Il y a quantité de détails, des choses tout à fait différentes par rapport aux 10 autres copies qui, toutes elles, sont point par point exactement les mêmes. En dehors de notion de qualité, elles se réfèrent au même tableau. Donc, cette 11e copie est d'après un autre Georges de la Tour. Et tout ça serait simplement de la documentation si on n'avait pas un texte très ancien, et c'est le premier texte concernant Georges de la Tour qui a été rapporté par des dictionnaires lorrains du XVIIIe siècle, un texte disant que Georges de la Tour avait peint un Saint-Sébastien pour Louis XIII, pour le roi de France, d'un goût si parfait que le roi fit retirer tous les tableaux de sa chambre. C'est un texte que les spécialistes de Georges de la Tour savent par cœur. Et la Tour, dit le texte ancien, en avait réalisé un pareil pour le duc de Lorraine. Ça veut dire que la Tour avait, avant le Saint-Sébastien du roi de France, peint un tableau pareil, dit le texte. Donc,
il n'est pas exclu, enfin c'est mon hypothèse, que le tableau dont il existe 10 copies soit le Saint-Sébastien perdu, peint pour Louis XIII, célèbre, beaucoup copié, parce que c'était le tableau du roi, et que cet autre Saint-Sébastien, peint pour le duc de Lorraine, avec des petites variantes, nous soit connu par cette copie. Tout cela pour vous indiquer qu'il faut souvent être attentif à des tableaux de qualité apparemment médiocre, et je vais vous montrer bien pire encore. Donc, ne méprisons pas les copies. D'abord, elles deviennent quelquefois des originaux, et par ailleurs, elles donnent beaucoup de renseignements sur les artistes. À la fin de sa carrière, je vous l'ai dit, Latour est devenu un peintre célèbre, il a des collaborateurs, il peut y avoir des œuvres signées sorties de son atelier auxquelles il n'a pas beaucoup travaillé. Je vous ai montré le Saint-Jérôme tout à l'heure du musée de Nancy qui en était un exemple. Son fils, donc, Étienne, il n'est connu que par des documents d'archives. Il est qualifié de peintre à partir de 1643, donc 9 ans avant la mort de son père. Est-il un simple exécutant? Réalise-t-il des répliques des tableaux de son père? A-t-il sa propre activité créatrice? Nous entrons là, avouez, dans un domaine d'expertise d'une extraordinaire difficulté, où cette notion de qualité, que l'on emploie toujours, mais qu'est-ce que ça veut dire la qualité? Un vin est bon, un vin est extraordinairement bon, mais c'est le spécialiste, enfin, c'est très difficile cette notion de qualité. C'est la seule qui soit importante pour l'histoire de l'art et pour tout ce qui nous rassemble ici, mais c'est ce que l'on définit le plus difficilement. Donc, nous entrons dans un domaine de débat très subjectif, et l'état de conservation des tableaux, en plus, comme si un vin est gardé trop longtemps, l'état de conservation peut influencer le jugement. Montrons alors quelques exemples de ces toiles de l'extrême fin de la vie de Latour, pour lesquelles on a parfois prononcé le nom d'Étienne. Sur l'écran, le jeune chanteur du musée de Leicester, dont l'attribution au père, après avoir été proclamée par ceux qui avaient découvert le tableau, est très discutée. La toile est très voisine de certains tableaux d'un peintre anversois qui s'appelle Adam de Coster, C-O-S-T-E-R. Et pour Jacques Thuillier, le tableau pourrait être une invention d'Étienne de Latour, c'est-à-dire non pas une copie d'Étienne d'une œuvre de son père, mais une invention d'Étienne de Latour qui, écrit Jacques Thuillier, ne dut pas se contenter de copier son père. On sait en plus que Étienne de Latour survit à son père, et il y a certainement une dizaine d'années, après 1652, d'activité de l'atelier, et c'était une activité certainement très rémunératrice. Latour était célèbre, et lorsqu'on a un tableau signé Latour sans prénom, personne ne sait si ce n'est pas Étienne. Et Étienne avait le droit de signer Latour. Autre œuvre, au musée Fuji de Tokyo, dont il existe plusieurs versions, Souffleur à la pipe, exécution très belle, mais un peu dure. Le tableau est signé Latour. Il porte au dos de la toile d'origine une date, 1646, qui est crédible. Est-ce l'œuvre d'Étienne? J'ai publié le tableau 3 ou 4 fois, tantôt comme Georges de Latour, tantôt comme Étienne de Latour, tantôt comme collaboration des deux. Donc c'est un tableau que je ne peux plus juger. Il y a des faiblesses, mais ce sont des faiblesses, si l'on peut dire, d'un caractère différent des faiblesses du tableau de Leicester, qui est plus mou, plus rond. Et il faut rappeler, nous sommes en Espagne, qu'un autre exemplaire d'un souffleur à la pipe, qui était signé Georges de Latour, se trouvait en Espagne au début du XIXe siècle, chez un collectionneur de Cadix, ami de Goya, qui s'appelait Don Sebastián Martínez. Donc, regardez bien dans vos greniers s'il y a
un souffleur signé Georges de la Tour. Vous avez une chance. C'est vraiment un tableau à retrouver. Il existait encore il y a 2 siècles. En comparaison, voici un tableau des mêmes années, Saint-Jean-Baptiste dans le désert, découvert par Pierre Rosenberg en 1993, qui est aujourd'hui au musée Latour de Vic, Vic-sur-Seille, la ville natale de Georges de la Tour, qui est un grand chef-d'œuvre dont le caractère d'original n'est pas discuté. Il vient qu'au moment de l'apparition du tableau, qui est sorti du néant, nous gardions tous quelques hésitations. Est-ce que c'était un original? Est-ce que c'était une copie? Et ce n'est qu'au moment où, dans les salles du Louvre, nous avons confronté le Saint-Jean-Baptiste et le grand Saint-Sébastien en hauteur, que c'est devenu évident. C'était la même main, la même lumière, la même qualité, et c'était Georges de la Tour. C'est très difficile dans des œuvres comme celle-ci, puisqu'il n'y a plus d'épaisseur de matière, il n'y a plus d'épaisseur de pinceau, plus d'effet, et il n'y a même plus de couleur, il n'y a que la lumière. Donc là encore, c'est cette notion de qualité, presque impossible à expliciter, qui est importante. Un cas encore d'attribution très difficile à affirmer, c'est une œuvre célèbre de la collection Frick à New York. Jacques Tullier a toujours dit que c'était un original. Il est le seul maintenant. L'exécution est dure et lourde et il semble s'agir d'une copie d'atelier. Le tableau est signé de la Tour, F. Fessite. Est-ce que c'est un original très abîmé et repeint? Est-ce que c'est une œuvre du fils? On ne sait pas. Nous avons au Louvre un tableau très comparable, toujours considéré comme un tableau d'atelier, qui est d'une qualité aussi haute. Presque pour terminer, et je vous montre quelques images tout à fait désolantes, même des tableaux presque effrayants, et pardonnez-moi, c'est pour vous montrer que concernant un très grand artiste, et on est amené à s'intéresser aux moindres tableaux, ce que l'on appelle en français des croûtes, c'est-à-dire des tableaux qui n'ont aucune valeur marchande tellement ils sont faibles, même s'ils sont du XVIIe siècle. Des soldats jouant aux cartes, il y a plusieurs copies de cette même absence de qualité, certainement copies de la Tour perdue. Encore pire, c'est moi qui ai eu la gloire de publier ce tableau, un tableau à sujet assez bizarre au musée Lorrain de Nancy, une scène là aussi de dette ou de collecteur d'impôts. C'est un tableau qui ne vaut pas 500 €, mais c'est probablement un document sur la Tour perdue. Enfin, tableau là encore d'une faiblesse insigne, qui est dans un château anglais à Dinton Park, représentant un mendiant tenant un chapeau. Et là encore, vous voyez le parti du fond clair, foncé, la découpe des formes, un certain esprit d'ensemble du tableau. Je crois que nous sommes dans le même goût, dans le même esprit que ces figures que nous avons vues. Et là, ce serait le seul cas d'une figure de paysan, donc le seul cas d'un tableau qui ne soit pas religieux. Il n'est pas possible, et ce sera ma conclusion, et c'est un point que j'aurais peut-être dû aborder beaucoup plus tôt, parce qu'il occupe dans le domaine de l'expertise une place essentielle, enfin dans le souci des conservateurs, des historiens d'art, des marchands, des restaurateurs, c'est tout ce qui concerne les méthodes de laboratoire, notamment les radiographies. Ce sera notre dernier point. Les radiographies ont été très utilisées pour Georges de la Tour, en particulier pour l'étude des tableaux qui ont été très souvent coupés, dont les fonds ont été repeints, les tableaux sont souvent en mauvais état, donc ça a été très utile pour étudier les tableaux de la Tour d'avoir des radiographies. Il y a également l'étude de la préparation des toiles, c'est-à-dire le sorte d'enduit coloré que le peintre met sur sa toile avant de peindre, et ces préparations peuvent être étudiées chimiquement par des méthodes de laboratoire. Ça peut apporter des éléments intéressants, par exemple,
au musée de Remiremont, une petite ville en France, il y a un vielleur, plutôt une œuvre avec la participation d'ateliers, qui est peint sur une préparation brun-rouge, ce qui est plutôt le cas pour les œuvres tardives. Or, les vielleurs sont plutôt assez tôt dans la carrière, ce qui pourrait démontrer que ces vielleurs étaient si populaires, enfin cela marchait tellement bien commercialement, que la tour a continué, et son atelier ont continué d'en peindre très, très tardivement. Mais si les méthodes de laboratoire sont indispensables et fructueuses, et croyez que je les respecte profondément, elles ne fournissent jamais de preuves à elles toutes seules sur l'attribution d'un tableau. Elles sont des éléments parmi d'autres, et rien ne remplace l'expérience de l'historien d'art, ce que j'appelle son œil, faute de mieux. Je me souviens d'un cas précis, et voici l'image que nous avons sur l'écran. Le musée de Fort Worth, au Texas, donc aux États-Unis, avait acheté une des versions du Saint-Sébastien en largeur, une des 10 versions dont je vous parlais tout à l'heure, qu'un autre musée américain, le musée de Kansas City, avait mis en vente. Les examens de laboratoire montraient des hésitations, ce qu'on appelle des repentirs, pentimenti en italien, dans le contour des formes, notamment dans le visage d'Irène, et il y avait tout pour démontrer qu'il s'agissait d'un original. Les copies, habituellement, ne montrent pas de telles modifications dans l'exécution du tableau. Donc, le musée de Fort Worth avait pensé faire une bonne affaire en retrouvant l'original disparu, et c'était d'ailleurs l'opinion de Christopher Wright, qui est historien d'art anglais. Or, le tableau n'est pas de la tour, il est d'une exécution assez lourde, et les coloris assez presque vulgaires, et personne ne croit au tableau. Ça veut dire simplement que le copiste avait un peu hésité en exécutant son tableau, rien d'autre. Donc, attention. Autre exemple concernant les préparations des toiles dont je vous parlais à l'instant. J'avais publié dans le catalogue de l'exposition La Tour à Tokyo en 2005 l'original retrouvé, un Saint-Jacques, donc l'original d'un des apôtres de la série du musée d'Albi. Le laboratoire du Louvre, analysant ce tableau, avait trouvé une préparation de la toile qui n'était pas la même que celle des autres apôtres originaux de la série d'Albi. Et donc le musée d'Albi, à qui je cherchais à faire acheter ce tableau, a renoncé à l'acquisition à cause de cet élément de doute. Résultat, le tableau a quitté la France et dans une grande collection de New York, et tout le monde pense aujourd'hui que c'est un original. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas de la méfiance, mais il faut bien penser que les examens de laboratoire ne sont qu'un des éléments dont il faut tenir compte, et moi le premier, mais il faut faire attention. Je remets sur l'écran, pour que nous ne finissions pas sur des tableaux désolants, votre admirable Saint-Jérôme. Il nous a servi de point de départ pour parler des bonheurs et des infortunes des attributions à la tour, mais sans nous donner de recettes pour ne pas nous tromper. Seul convient, je l'ai déjà employé, le mot d'intuition. C'est l'œil du spécialiste qui doit avoir le dernier mot, si on peut employer cette formule bizarre. Mais ce n'est pas magique. Il faut avoir beaucoup vu, beaucoup comparé. Il ne faut pas avoir peur d'émettre des opinions qui dérangent. Et il faut en même temps être prudent et méthodique. Avec ces deux magnifiques latours, le Prado est aujourd'hui un des musées qui permettent les débats les plus intéressants sur ces questions. Donc j'espère que des questions, vous allez m'en poser, et je vous remercie de votre très gentille attention.